Imaginez que vous travaillez sur les contrôles d'un jeu de plateforme. Vous commencez par intégrer le saut lorsque le joueur presse la barre d'espace. Le personnage saute, c'est parfait, mais une pression supplémentaire et voilà un saut infini. Ah bon, vérifions si le joueur est en cours de saut et empêchons-le de sauter. Maintenant, si j'appuie sur la flèche du bas, je veux que le personnage s'accroupisse. Bien, mais il peut sauter en étant accroupi et s'accroupir en plein saut. Ce n'était pas prévu. Une condition supplémentaire, et le tour est joué. Et je veux que le personnage ait une attaque plongée. Il faut vérifier encore d'autres conditions, et ne surtout pas oublier de penser à tout. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Le bout de code que vous venez de voir là, il va se complexifier au fur et à mesure que nous ajouterons de nouvelles actions à notre personnage et il faudra constamment vérifier si on n'a pas oublié un cas en particulier. Et je peux vous garantir que les phases de debugging vont vite devenir un cauchemar. C'est là que le pattern des state machines entre en scène. On va donc retravailler le code qu'on a ici pour le découper en plusieurs états dans lesquels l'utilisateur, le joueur, va passer sous certaines conditions. Il y aura donc un état pour la phase de saut, pour la phase de plongeon, ou lorsque le joueur est accroupi, etc., etc. Chaque état pourra séparément gérer l'input et permettra de passer d'un état à l'autre sous certaines conditions. Utiliser le pattern de la state machine pour découper notre code va le rendre maintenant plus modulable, plus facile à lire et va faciliter les séances de debugging. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Créons donc une interface iPlayerState qui contient 4 méthodes. La première va gérer l'input. La deuxième, updateState, sera exécutée à chaque frame. Elle prend comme paramètre le script player et elle retournera une variable de type iPlayerState. OnEnter sera appelé lorsqu'on entre dans l'état et onExit lorsqu'on en sort. Dans le script player, on va modifier la fonction update pour utiliser les états. C'est là le cœur de la state machine. Ajoutons une variable de type iPlayerState nommée currentState qui stockera l'état actuel du joueur. Et dans la fonction update, appelons updateState sur l'état actuel. Si cette fonction retourne autre chose que nul, cela signifie que nous devons passer à un autre état. On appelle la fonction onExit sur currentState, on remplace sa valeur par le nouvel état et on appelle ensuite onEnter sur ce qui est maintenant le nouveau currentState. Dans la fonction processInputData, on supprime tout le contenu et on demande à l'état dans lequel on est actuellement de réagir à l'input. Il nous reste maintenant à créer les différents états. Commençons par créer un script playerState. Cette classe n'a pas besoin d'hériter d'un monoBehavior, mais implémente iPlayerState. Rendons-la abstracte pour forcer toutes les classes enfants à implémenter les fonctions de playerState. Créons maintenant notre premier état, standingPlayerState, qui sera notre état de base. Dans la fonction handleInput, si le joueur presse la touche espace, on crée un nouvel état jumpPlayerState. Et on le stocke dans une variable nommée nextState. Dans la fonction updateState, on renvoie nextState. Tant qu'on ne presse pas sur la barre d'espace, nextState est nul. La fonction update dans le script player est capable de gérer ce retour nul. On ne changera d'état que si la valeur retournée par updateState contient quelque chose.
Ajoutons maintenant Jump Player State et dans la fonction onEnter, demandons au joueur de sauter. Dans la fonction onUpdate, vérifions si le joueur est toujours en train de sauter et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il est au sol. Renvoyons donc un nouveau Standing Player State. De retour dans le script Player, dans la fonction Start, demandons à démarrer dans l'état Standing Player State et exécutons onEnter sur Current State. Dans l'éditeur, si je presse maintenant la barre d'espace, le joueur saute. Et comme Jump Player State n'a pas implémenté de gestion d'input, impossible de faire un double saut. Ajoutons maintenant les deux derniers états, à commencer par Crouching Player State. Dans la gestion de l'input, si le joueur relâche la flèche du bas, on retourne à l'état Standing Player State. Et lorsque l'on rentre dans l'état Crouching Player State, on demande au joueur de s'accroupir, et lorsqu'il sort de l'état, on demande au joueur de se relever. Dans l'état Standing Player State, nous pouvons ensuite implémenter l'input pour passer à l'état accroupi. Créons enfin le dernier état Dive Player State. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Dans la classe Jump Player State, gérons le cas où, lorsque le joueur est en plein saut, il appuie sur la flèche du bas. Retournons alors un nouveau Dive Player State. Lorsqu'on est dans cet état, on vérifie chaque frame si le joueur a touché le sol. Si c'est le cas, on renvoie un Standing Player State. En rentrant dans l'état Dive Player State, on demande au joueur de plonger et lorsqu'on en sort, on applique quelques effets de caméra. Et voilà enfin notre state machine terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cet exemple de l'utilisation de la state machine vous aura appris quelque chose et que vous pourrez l'utiliser prochainement dans un de vos projets. Si on apprendre plus sur les game programming patterns que j'utilise quotidiennement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous.